Il est 5h18, donc j'ai déjà dû enlever plein de choses dont je voulais parler parce que ça tienne en 3/4 d'heure. Voilà. Alors, la présentation de l'artiste, c'était juste un moment pour parler de mon histoire personnelle qui m'a amené à être artiste, de ma démarche et des thèmes de mes peintures et comment est-ce qu'ils ont émergé et comment est-ce qu'ils se manifestent dans la société et dans ma vie. Voilà. Donc, je vais commencer par expliquer pourquoi j'ai choisi le thème de l'appel pour l'exposition. Donc l'appel, la petite flèche sur la droite. Ouais, ça devrait aller. Bon, l'appel, je pense que c'est un thème très universel. Appel, pour moi aujourd'hui, c'est appel à trouver une sérénité et une joie de vivre, mais vraie, qui est exprimée ressentie dans notre corps, en relation avec ceux qui nous sont proches, et puis aussi dans la manifestation de notre talent, notre activité. Donc c'est pas juste un concept, c'est quelque chose qui est vécu dans le concret, tous les jours. Et l'appel, dans ma vie, pour dire que je pense que ça avait aussi un sens quand j'étais petite. J'étais une petite fille qui était très pieuse, qui aimait beaucoup prier. J'ai grandi dans une famille catholique. Et j'adorais lire les histoires des saints et aller à la messe, etc. Et j'étais de la petite fille qui rêvait d'avoir une apparition de la Vierge Marie, mais ça m'est jamais arrivé. Thanks God. Et ça a continué dans mon adolescence où j'étais à fond à rameuter les copains pour faire des groupes de caté, jusqu'à quand même je faisais mes études d'architecture, donc jusqu'à mes années 20. Amélie, elle veut dire, elle faisait partie du groupe de caté là-bas. Voilà. Donc cet appel, oui, que j'ai ressenti dans l'église catholique, si vous êtes une femme, l'appel pour le réaliser, c'est assez limité. Et en fait, j'ai pas trouvé mon bonheur dans ces enseignements. Je dis pas que... Enfin, en tout cas, pour moi, il y avait des choses qui ne collaient pas. Et de toutes les façons, ma vie m'a apporté en fait, il y a eu un grand tournant de vie qui m'a amené dans des endroits que j'aurais jamais imaginé me retrouver et qui a accompagné en fait cette continuation du thème de l'appel. Le grand tournant de vie, ça a été, j'y vais en Espagne pour un échange Erasmus avec mes études d'architecture. Et donc j'ai fait un voyage de 10 jours au Maroc où j'ai rencontré mon mari, donc c'était exactement il y a 20 ans, là le 1er janvier. Et c'était une rencontre juste de 2 jours, lui il y était pendant 5 semaines, c'était ces 2 derniers jours. Et c'était un peu une rencontre hors temps, hors espace. Et à partir de ce moment, donc voilà, cette grande connexion, comme si des éléments bien plus grands que nous ont amenés tous les deux à nous rencontrer dans ce lieu complètement insolite, dans une gare routière d'Essaouira et Marrakech. Et donc j'avais encore 1 an et demi d'études, 2 ans et demi d'études quand je l'ai rencontré, donc j'ai fini mes études à Paris. Et puis 1997, le 9 mai, j'ai accouché de mon fils. Le 7 juin, on s'est mariés. Le 21 juin, j'ai passé mon diplôme. Et puis en juillet, je déménageais au Canada. Donc, grand tournant de vie. C'est tous ces événements qu'on veut vivre et puis vraiment prendre le temps. Ben, là, c'était blam, tous à la fois. Et puis, grand tournant parce que déménager au Canada, donc moi j'étais étudiante parisienne, plein de copains de sortie et de me retrouver dans la campagne, en pleine nature, parce que mon mari est amoureux de la nature. C'est quelqu'un de très solitaire, je l'appelle un poète, il est musicien. Et donc voilà, je me suis retrouvée avec 3 enfants, parce que j'ai eu des jumelles tout de suite après, 14 mois plus tard, après mon fils, j'ai eu 2 jumelles.
Donc non seulement le changement à la campagne, mais aussi j'étais la première dans tous mes amis à avoir des enfants, donc quand même un espace où j'étais très seule. Mais tout ce temps, bien sûr c'était difficile, la transition, mais tout ce temps j'avais une capacité de voir ça de loin et de réaliser que en fait j'étais exactement là où j'avais besoin d'être. Parce que ça m'a permis et ça m'a obligée, j'avais pas le choix, d'explorer des espaces que je n'avais jamais eu l'occasion de connaître ou de rencontrer dans ma vie à Paris. Je vais vous faire en résumé quand même, parce que c'est une histoire que j'ai racontée tellement de fois et qui est vraiment qui a été importante dans l'histoire. Donc je continue dans l'histoire personnelle, puis après on va rentrer dans les peintures. Quand mes filles sont nées, mon mari a eu 3 mois de congé parental. Et donc il devait retourner au travail le lendemain. Il travaillait dans une usine, donc comme c'est un poète, lui ça lui plaisait, c'était un boulot, il n'avait rien à penser, il pouvait être dans son espace intérieur toute la journée. Mais bon, ceci dit, c'est quand même un travail qui est très très dur sur le corps, parce que c'est des horaires horribles, dans un univers sans fenêtre, très bruyant, il faut avoir des pièces, etc. Et donc il devait retourner au travail. On a été voir une conférence très inspirante à Toronto, le soir avant qu'il retourne au travail. Et en fait cette conférence c'était sur l'alimentation vivante, donc comment vivre en pleine santé. Et donc on s'attendait à avoir des conseils, comment se nourrir, le jus de blé, les jeûnes, etc. Et il se trouve que sa conférence n'avait rien à voir là-dessus, donnait aucune information, parce qu'il sait très bien qu'on peut la trouver dans des bouquins ou que ce soit. Non, sa conférence, c'était vraiment qu'est-ce qui vous motive dans la vie pour pouvoir vivre à 100%, en pleine santé à 100%. Donc de demander dans la salle, qui ici peut dire qu'il est en 100% pleine santé? Et franchement, il y avait peut-être 200 personnes et il y a peut-être une personne qui a levé sa main. L'histoire de bien se nourrir, en fait, c'est clair que ça vient vraiment de comment on se ressent et c'est juste un reflet de comment on se sent à l'intérieur, tout ce qu'on a mis dans notre corps. Donc, en rentrant à la maison le soir, on s'arrête sur le bord de la route pour nourrir les 2 bébés. Et on se regarde dans les yeux et on sait, c'est sûr, le lendemain, il ne retourne pas au travail. Et ce n'était pas quelque chose où on en avait parlé, où on avait décidé, je sais s'il y a eu un truc qui s'est passé. S'il était resté au travail 6 semaines de plus, il aurait eu peut-être 10 000 € de primes, de fin d'année, de vacances, de machin. Mais on a dit non, 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 là on le sent, on peut le faire maintenant. Donc on s'est retrouvés avec, j'appelle ça le luxe du temps. Donc on n'avait rien, on vivait d'amour et d'eau fraîche, on avait la chance de vivre dans la ferme de ses parents, donc on avait un loyer très raisonnable, et on avait des économies pour survivre 6 mois. Et le truc magnifique de ce luxe du temps, c'est que quand il n'y a plus rien devant nous, et bien en même temps il y a tout l'espace de création. Donc il y a eu ça qui a été très important. Et après, vivre dans la nature et prendre soin du corps. Pour moi, ces 3 éléments ont été vraiment la fondation de tout mon cheminement et la fondation de l'inspiration de ma peinture. Alors, voyage intérieur, donc on s'est retrouvés avec beaucoup de temps, mais quand même, donc on s'est mis au boulot, on a démarré une ligne d'habits très colorés teints à la main qu'on a vendu sur des salons artisanaux, festivals, on faisait ça tout l'été. Et puis, de par ailleurs, comme je faisais pousser des pousses germées pleines d'énergie, de vitalité, et j'en avais trop, donc j'ai été au petit marché, j'en ai vendu, et il en a vendu plein, j'étais dans la petite boutique bio, et ils en ont vendu plein. 3 ans plus tard, après avoir décidé d'avoir arrêté notre boulot, on avait un business, il y avait des pousses germées dans toute la maison, et il fallait passer, on était certifié biologique, et nos produits étaient dans tous les magasins de Toronto et autour de Toronto. Et en plus de ça, l'été, donc on avait cette ligne d'habits qu'on faisait, donc ça veut dire qu'on s'était retrouvés, on voulait le luxe du temps, on se retrouvait l'été, le lundi il fallait récolter, le mardi il fallait livrer, le mercredi il fallait planter, le jeudi il fallait refaire des habits, vendredi partir en festival, et puis revenir dimanche soir complètement canné, mais lundi il fallait récolter, voilà.
Et donc on ne pouvait pas, et les deux business vraiment allaient super bien. Donc on s'est dit, il faut prendre une décision. On a décidé de garder le business des habits parce que ça aurait été plus intelligent de garder l'autre parce que ça a monté en flèche, celui qui l'a racheté, ça marche comme du tonnerre parce que bah, tout le monde du bio, il y en a tous les coins de rue maintenant je vois à Paris. On a décidé de garder les habits parce que ça nous permettait, on savait qu'on pouvait se faire assez d'argent en travaillant très fort l'été et puis après d'avoir de septembre à avril-mai avec rien. Donc, devant notre business, ça nous a permis d'acheter une maison dans la forêt, au bord d'une rivière, et puis d'avoir tout ce temps. Donc là, retour, le luxe du temps. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à peindre, et que j'ai vraiment commencé à dédier mon temps à la... que les images ont émergé, en fait. Je ne m'étais jamais imaginé une seconde que je serais artiste. Je ne me voyais pas comme quelqu'un de très créative. J'aimais bricoler, j'ai quand même fait des études d'architecture, mais ça s'arrêtait là. Et donc c'est intéressant parce que quand j'ai eu ce temps et cet espace, et puis fait ce travail intérieur, c'est là que les images ont commencé à émerger. Donc quand je dis découverte du dragon, de l'ombre, des blocages, du conditionnement, de la souffrance, en fait ce sont tous des mots qui parlent de la même chose, qui parlent de ces mémoires à l'intérieur de nous qui sont soit de notre vie, de notre enfance, ce qui a été donné par nos parents, nos familles, la société, la religion, tout ce qui nous a formés. Ça a laissé des traces à l'intérieur de nous, donc il y a des traces positives évidemment, mais il y a aussi des traces qui nous ont heurtés. Et de prendre connaissance de ce qui nous a heurtés, parce que le moyen naturel pour le corps, c'est de bien le mettre quelque part pour qu'on puisse continuer à fonctionner normalement. Donc, mais par contre, c'est quand même derrière, c'est pas parti, et ça a un impact sur notre comportement, activité et toute notre vie. Donc de découvrir en fait ces zones d'ombre, c'est un travail. Je sais que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui savent très bien de quoi je parle. Alors cette peinture, c'est une peinture que j'ai faite sur ce sujet. Au centre, donc c'était quand j'étais en grand travail à faire face à mes dragons. Et donc j'ai un dragon. Le dragon dans la culture occidentale, il représente les peurs, il est terrifiant. Mais dans la culture orientale, le dragon il détient la sagesse. Donc je trouvais ça intéressant que là, elle était embrassée par les deux, elle avait fait face à ses dragons et elle avait trouvé une sagesse. Donc elle est comme dans le sol, comme dans un utérus, prête à naître. Et donc là, on voit la femme qui donne naissance au bébé avec un petit ange qui l'attire dans la vie. Et puis l'enfance, les premiers amours et adolescence, premiers soucis de vie, la tempête qu'elle embrasse. Elle sort de la tempête, trouve la paix au sommet de la montagne et retourne dans l'arbre avec le petit ange qui la repousse. Et beaucoup des images que je fais, quand elles viennent, c'est vraiment comme un musicien qui dit que la muse est venue et il a écrit la chanson ou un poème pour un poète. Vraiment, mes images apparaissent exactement de la même façon. C'est souvent des années après que j'arrive à comprendre la profondeur de l'image et tout le symbolisme. Par exemple, dans cette image, j'ai choisi de faire, ça fait très litho chinoise, mais en même temps, il y a le cercle avec les symboles, l'enlacement celte, qui parle justement de ce dragon qui est à la fois qui embrasse les deux côtés du symbolisme du dragon. Voilà. L'histoire du dragon et le saule. La méditation, autre outil de base de ma vie que j'ai découvert en faisant des retraites de méditation et puis après intégré dans ma vie de tous les jours. Pour moi maintenant c'est vraiment un outil incontournable, et je dis un outil parce qu'on en a parlé dans l'atelier là juste avant. C'est vraiment une technique, une méthode qui aide au bonheur, vraiment, qui est pour moi tellement simple. C'est vraiment ça que j'admire dans cette technique, c'est que tout ce qu'il y a à faire, c'est de ne pas aller payer 1000 € pour un stage avec un gourou extraordinaire, avec des méthodes, je sais pas quoi, des nouvelles techniques d'ondes, peu importe.
On a juste à s'asseoir tranquillement, en silence, sur un coussin, matin et soir, quelle que soit la pratique qu'on a décidée. Et le corps sait quoi faire. Et c'est une psychotechnologie du bonheur dans le sens où, quand vous suivez les enseignements, après vous retournez sur votre coussin pour méditer, et tous les enseignements sont prouvés en fait. Vous faites toutes les prises de conscience qui sont... enfin, il y a des... C'est vraiment de la recherche scientifique qu'ils ont fait, ces bouddhistes en Asie. Et c'est très organisé, très technique, très cartésien. Et dans un sens cartésien, on pourrait croire que c'est très mystique, mais en fait pas du tout. J'aime bien parler de démystification du mystique, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup... je pense qu'il y a 30 ans, on n'en parlerait pas du tout autant de la méditation. Maintenant, on trouve dans le rayon librairie, que ce soit pour les PDG, pour les... en psycho, en philosophie, la méditation est partout. Et il y a une raison pour laquelle ça a tant de succès, c'est que ça marche. C'est vraiment que ça marche. Démystification du mystique, aussi il y a énormément d'études maintenant des grandes universités comme Harvard, dans le monde entier, des gens qui étudient les espaces de conscience. Parce que quand vous êtes en méditation, il y a Mathieu Ricard, je suis sûre que beaucoup de gens connaissent ici, il était neurologue scientifique, donc il a participé à beaucoup d'expériences où il était dans le, comment on appelle ça, MRI, pour scanner le cerveau. Et donc il faisait différents types de méditation, et on voyait très bien dans le cerveau où est-ce qu'il allait, on pouvait calculer les hertz qu'il émettait de son cerveau, et tout ça c'est très classifié, hein, c'est vraiment très scientifique. Donc il y a aussi une histoire très intéressante, c'est Jill Bolte Taylor, qui connaît l'histoire ici? C'est une neurologue, chirurgien je crois, cérébrale. Et ce qu'elle a décrit, donc elle a écrit un livre et puis elle fait des conférences dans le monde entier sur son expérience, c'est que quand elle a eu cet accident cérébral, ce qu'elle décrit, c'est exactement les états de conscience que les bouddhistes ou ceux qui pratiquent la méditation décrivent. Donc c'était bien qu'elle a eu un accident cérébral dans une partie spécifique de son cerveau qui lui a permis de complètement, on dit expanser, ouais, de sortir en fait de son corps, de plus pouvoir reconnaître où elle était dans l'espace et enfin, vraiment de décrire en fait ces états de conscience. Donc moi c'est ce que je trouve très intéressant et fascinant, c'est que c'est quelque chose de très concret. C'est pas ésotérique, mystique. En fait, voilà, c'est vraiment dans le corps et c'est quelque chose de très concret et d'accessible. Alors, quand j'ai révisé mon PowerPoint avec ma sœur Charlotte, qui est une pro des PowerPoint, quand elle a vu cette diapositive, elle m'a dit « Wow, le monastère au quotidien, oh, ça n'a pas l'air drôle votre truc !» Alors, juste pour préciser, déjà je ne vois pas le monastère comme quelque chose d'austère. Je parle du monastère, le truc de la méditation, juste pour finir et puis lier ça avec ce thème, c'est que je pense que beaucoup de gens en Occident ont réalisé qu'on n'a pas besoin d'avoir des statues de Bouddha et des gris-gris qu'il faut compter pour pratiquer la méditation, ou en tout cas ce qui a été enseigné. C'est que ça, maintenant, ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est que ça a été très intégré dans notre culture scientifique rationnelle, et c'est un peu un merging. Quelqu'un m'aide? Une fusion des deux, de l'Occident et de l'Orient pour tous nous aider. Donc le monastère au quotidien, c'est vrai que j'avais cet appel toute ma vie, mais en fait j'ai réalisé que ce monastère, on n'a pas besoin d'aller dans un monastère ou de faire des vœux dans des ordres, que c'est très possible d'atteindre une sérénité, un certain bonheur, une connexion à l'esprit, aux autres, ressentir l'amour qui revient du corps. Bon, je ne dis pas que je ressens ça tous les jours, hein, j'y travaille aussi constamment, enfin, c'est infini ce travail. Mais c'est ça, c'est le monastère au quotidien qu'on peut apprendre en relation. Donc j'ai cette relation là depuis 20 ans
et on grandit tous les deux de notre côté en faisant notre travail, et en même temps on devient deux personnes qui sont juste des personnes plus agréables à vivre, et donc qui vivent de mieux en mieux ensemble. Donc c'est là où ça devient une fondation d'enseignement et de monastère en relation. Bon, après, quand il y a les enfants, tous ceux qui ont des enfants savent que c'est des grands enseignements tous les jours, et puis on est sur scène, hein, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est instantané. Donc, voilà. Donc cette peinture, je l'ai faite pour des amis, Sophie et Nicolas, qui seront probablement là tout à l'heure. Pour leur mariage, ils avaient lancé un petit concours d'idées pour la couverture, pour leur invitation. Donc j'avais fait cette peinture. Et il se trouve que cette peinture, c'est vraiment ma première peinture. C'est vraiment celle, quand je l'ai vue, je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose, j'ai envie de peindre plus. Donc là, c'était eux au centre, avec le feu que j'appelle le feu de l'amour. Ça, c'est un de mes concepts aussi, j'appelle ça les 4 lieux spirituels de la Terre. Des lieux où on peut se retrouver, se ressourcer et connecter. L'océan, la forêt, la montagne et le désert. Les 4 saisons, non, les 4 éléments, donc le feu, le vent, l'eau et la terre, avec mâle et femelle, donc l'homme et la femme qui se font face. Les cycles de la lune, et puis les 4 saisons, avec les saisons qui passent. Elle est libraire, travaille dans les bouquins, lui est musicien. C'est pour ça qu'il veut faire cette peinture. Gaïa la planète. Alors, beaucoup de gens me questionnent sur mon nom, parce que je ne suis pas née avec le nom Gaïa. Je veux raconter l'histoire. Quand j'étais enceinte de mes jumelles, mon mari venait avec des listes de noms, de propositions pour les enfants qui allaient naître. Et puis quand il a dit Gaïa, j'ai dit tout de suite, ce nom, il est pour moi, je le veux. Et le truc, c'est que quand j'ai choisi Gaïa, je l'ai choisi pour sa sonorité. En fait, je ne savais pas la signification de Gaïa. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un nombre de planètes dans ma peinture. C'est vraiment un thème central. Donc Gaïa, voilà, je voulais un nom pour, comme je commençais juste à peindre, je voulais un nom pour signer mes peintures. On en a parlé dans l'atelier, on a justement parlé de comment je signe mes peintures. Et puis oui, elle est partie, Suzanne? Oui, je suis là. Jamais je pars. Voilà. Suzanne, quand on a fait les dessins, on m'avait parlé de si on voulait signer ou pas, et elle m'a dit, mais en fait, j'ai pas envie de le signer comme je vais signer à la banque, et c'est la grosse question existentielle. Qui suis-je? Donc Gaïa, quand j'ai signé mon premier dessin, mon mari arrive et me dit, mais c'est pas comme ça que tu écris Gaïa, j'avais écrit G-A-Y-A, et donc c'était vraiment Gaïa, la Terre. Et ce que je trouve fascinant, c'est que j'ai choisi ce nom, la synchronicité, c'est que mon nom avant c'était Anne, que mes parents m'ont donné et baptisé avec. Anne, c'est la mère de Marie, donc c'est la grand-mère de Jésus, donc c'est la mère de la mère. Et puis Gaïa, c'est la mère de tous, hein, c'est la mère de tous les éléments vivants, c'est la planète mère. Donc dans un sens, j'ai pas vraiment changé de nom. Alors c'est une évidence quand on fait ce travail de transformation personnelle, il y a quelque chose qui s'opère. Il ne peut pas y avoir quelqu'un à côté de nous qui change. On a tous rencontré des gens dans notre vie, enfin moi ça m'est arrivé, et il y en a très peu, mais qu'on a rencontrés, et même peut-être on leur a même pas parlé, ils étaient assis à côté de nous dans le métro, quelque chose d'aussi subtil que ça. On a senti, cette personne, il y a quelque chose. Et ce qui veut dire que cette personne a fait son travail personnel, elle est vraiment libérée des souffrances qu'on projette sur les autres, on continue ce cycle. C'est une évidence que quand quelqu'un s'est libéré, bon après encore, hein, c'est jusqu'à l'infini, hein, il n'y a pas, ça y est, c'est tout. J'ai fini là. Donc c'est impossible de ne pas avoir un effet sur les autres. Donc c'est transformation personnelle vraiment pour le changement sociétal. Et si vous imaginez 10 personnes qui changent, qui se transforment vraiment profondément,
qui vont affecter peut-être chacune 10 personnes dans leur vie ou plus. Ces 10 autres personnes, mathématiquement, il y a un mouvement, il y a un changement sociétal qui s'opère quand on prend la responsabilité de vivre avec ce but que je ne veux plus continuer à jeter mon caca intérieur sur le reste de la société. Et sur moi, parce que ça nous fait mal à nous en premier. Donc cette peinture que j'appelle Mère Nature, je l'avais créée pour l'entreprise Alter Eco. Donc ceux qui connaissent Alter Eco, c'est un logo qui a les deux couleurs comme le yin et le yang avec les bras ouverts. Donc j'ai rajouté la colombe de la paix et le petit arbre qui germe. Les 4 éléments qu'on retrouve dans notre peinture, donc avec la terre, le vent, le feu qui est aussi le feu de l'esprit, et puis l'eau là qui descend de la montagne qui va dans le désert. Et les 4 lieux que j'appelle les 4 lieux spirituels, la forêt, l'océan, la montagne et le désert. Et donc vous voyez, on ne voit pas les détails là sur la diapositive, mais en fait c'est notre chemin, c'est le chemin de vie. Donc on passe par la forêt, puis on passe sur un bateau à travers l'océan, on monte les montagnes, on traverse le désert, et puis on a trouvé la paix, et puis on revient où? On revient où on a commencé. Parce qu'il n'y a nulle part où arriver, c'est ça qui est... quand on est exactement dans la même peau, avec le même entourage, mais tout a changé. Donc j'ai déjà parlé plus tôt avant, le contact avec la nature. De vivre en nature, c'est vraiment... ça a été un cadeau extraordinaire de réaliser qu'on n'a pas besoin de lire des livres. Enfin, quand on vit en nature, il n'y a aucun enseignement qui est nécessaire. C'est juste d'être assis et d'observer la nature. La nature est d'une intelligence, mais c'est hallucinant. Et d'ailleurs, il y a quand même tellement d'interconnexions. On vient de faire un atelier sur l'arbre de vie, donc on a parlé de comment les arbres nous donnent l'oxygène, on les nourrit avec le carbone qu'on expelle, et puis on parle de nos racines, et on parle des fruits de notre travail, de la graine qui germe. Il y a tellement d'analogies sur notre travail et notre vie personnelle avec la nature, une connexion, vraiment, je dis une écologie globale parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui réalisent que l'écologie, c'est pas juste de faire attention, enfin oui bien sûr, mais il y a vraiment un travail à l'intérieur parce que les problèmes qu'on a maintenant de pollution et à tous les niveaux, c'est une évidence que c'est dû à une déconnexion à la nature. Parce que je pense que si on vivait avec plus proche, avec les pieds un peu plus dans l'herbe, on n'aurait pas. Enfin, c'est une maladie de déconnexion dont on fait l'expérience. Donc c'est vraiment une écologie à commencer à transformer à l'intérieur de nous. Ah, on peut juste retourner. Cette peinture, je l'ai créée pour une entreprise qui s'appelle Pur Projet et qui plante et conserve des forêts dans le monde entier. Donc voilà, c'est les femmes qui sont arbres, donc c'est cette connexion que sans les arbres, ben, on ne pourrait pas respirer. Donc, Unification des peuples, c'est un grand thème de ma peinture. Parce que, bon, on a des pays, des drapeaux, des religions, et puis, mais dès qu'on est dans la séparation, ça commence à causer des problèmes. Donc, d'être dans la différence, ça n'a aucun problème, la différence et le respect. Cette peinture-là, c'est une peinture qui s'appelle La paix du monde, que j'ai créée pour un projet qui m'a vraiment touchée. C'est cet homme aux États-Unis, il est professeur de Reiki. Reiki, c'est une énergie guérissante, guérisseuse, qu'on peut tous apprendre, qui est très facile à apprendre et qui est incroyable. Et donc lui croit tellement à l'énergie du Reiki et aussi à la capacité des cristaux à transmettre les pensées, les prières et les intentions et les amplifier.
Donc il a créé 2 plaques, d'ailleurs 3, il y en a une à Jérusalem aussi, mais 2 au début, avec 12 cristaux. Il y avait ces symboles qui sont des symboles de 12 religions majeures sur la planète, avec un des symboles, ça peut être celui-là qu'on voit pas bien, sur la diapositive, qui représente toutes les autres. Non, oui, je crois que c'est celui-là. Donc il est allé, il avait une prière d'intention que toutes les religions, les spiritualités du monde se retrouvent pour créer la paix sur le monde. Il est allé, donc il s'est payé un avion particulier avec un chauffeur pour aller au pôle Nord magnétique et au pôle Nord magnétique, pôle Sud magnétique, pour mettre ces 2 plaques avec ces cristaux. Et donc ce qu'il raconte dans son histoire, quand je lisais son histoire, il y avait un petit croquis de l'énergie magnétique autour de la planète. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est fascinant. En fait, ce sont des lignes comme ça, du pôle Nord au pôle Sud, avec des lignes qui sortent ou rentrent du pôle Nord et du pôle Sud. Et quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que quand on regarde la carte de notre énergie électromagnétique qui a été dessinée par les orientaux depuis des années, donc les méridiens, avec le chakra de la couronne, le chakra du... C'est vraiment des centres d'énergie. D'ailleurs, juste pour dire, ça c'est rien d'ésotérique non plus, hein, ça se mesure avec des instruments, qu'il y a bien des centres d'énergie dans notre corps. Mais c'est incroyable, on a le même système énergétique que la planète. Donc là, on a l'homme en position de méditation, avec l'énergie du... en fait, à prier pour la planète, avec la... dont on a bien besoin de cette semaine. I Have a Dream, c'est vraiment cette peinture, c'est une ode aux acteurs du changement. Donc évidemment, Martin Luther King, c'est un homme extraordinaire. Et cette peinture, pour moi, elle est venue le soir de l'élection de Barack Obama, sa première élection. Il y a eu un tel mouvement d'espoir, de connexion, et je ne vais pas en faire un discours politique, mais je trouve que cet homme, en tant que politicien, c'est quelqu'un qui est en avance de son temps. Et j'ai été très touchée par ça, et donc le soir, très émue, en allant me coucher, j'ai juste vu cette image très clairement. Et donc ça représente ce soleil d'intégrité de ces grands acteurs du changement qui ont une aura qui peut vraiment faire bouger des masses, mais avec l'intégrité au centre, pour une société qui fleurit. Oui, j'ai juste vu oui, ce qui m'avait vraiment stimulé de voir ça, c'était que son élection était très symbolique dans le sens que c'était un noir évidemment américain, avec l'histoire de ce peuple. Et c'était vraiment le potentiel du changement, de me dire qu'on avait eu pendant des années un Bush qui était très pour la guerre, etc. On n'aurait jamais imaginé que tout d'un coup on renverse la situation. Bon, je ne dis pas qu'il a réglé les problèmes du monde, mais c'est clair qu'un homme ne peut pas le faire. Mais ce qui m'a vraiment donné espoir, en fait, parce qu'il y a quand même des jours où on a envie de pleurer quand on voit ce qui se passe, mais il reste en moi une vision très positive, juste parce que je réalise maintenant ce potentiel du changement qui peut être vraiment du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui peut vraiment changer. Et il y a plein de théories comment ça s'appelle, la théorie du singe, du centième singe. Il faut qu'il y ait juste un certain nombre de personnes qui aient eu cette prise de conscience, cet éveil, et je crois que c'est juste 10%. Le philosophe Ken Wilber, qui est aux États-Unis, qui est très à fond là-dedans, 10% de la planète qui a fait son travail, ça devrait y aller. Et là, pour le moment, apparemment, on est à 4%. Voilà. En sachant qu'il y a quand même dû au contexte, il y a une accélération aussi de l'information, que tout bouge beaucoup plus vite. En 2011,
De 2011 à 2014, il y a eu autant d'informations qui a été générées que du début de l'humanité à maintenant. Quand même, ça donne une idée du mouvement dans lequel on est. Voilà. C'est une peinture que j'appelle Changement Sacré parce qu'elle a été créée pour quelqu'un aux États-Unis. Son travail s'appelle sacredchange.com, donc c'est Changement Sacré. Et donc elle voulait que je dessine un arbre de la vie. Il y en a eu tellement des arbres de la vie, donc je voulais quelque chose qui allait être vraiment l'arbre de vie de Gaïa ou l'arbre de Sacred Change. Donc l'arbre est devenu, en fait, les racines sont aussi l'ombre de l'arbre. Donc ça parle de ce que j'exprimais avant. C'est seulement quand on a vraiment bien exploré toutes ces zones d'ombre que l'on peut fleurir et exploser avec un arbre de toutes les couleurs, avec le yin et yang là, qui est retourné, avec la lune et le soleil, donc cet équilibre. Et c'est une femme. Il y a quelques mouvements qu'on peut reconnaître dans la société qui parlent beaucoup de l'éveil du féminin. Alors c'est vrai qu'on est dans une société ça fait quand même plusieurs millénaires qu'on est entouré, on appelle ça une société patriarcale, qui est très dominée par les hommes. Et l'air de rien, quand les femmes reprennent leur place et quand les hommes laissent la place à la femme pour que ce soit un équilibre, un vrai échange, un vrai travail à deux, au lieu qu'il y ait le pouvoir et enfin voilà, ces dissonances entre le mâle et la femelle. Donc il y a quand même un travail, que ce soit de la part de la femme ou de l'homme, de cet éveil du féminin pour que la femme retrouve sa place dans sa vie, dans la société. L'air de rien, on ne voit pas beaucoup de femmes avec des kalachnikovs. Donc je pense que plus on va laisser la place aux femmes dans des positions, et chaque grosse boîte, même dans les panels politiques, il commence à y avoir un souci on a besoin d'avoir des femmes. Bon, c'est parce que pour leur image, mais n'empêche qu'il y a quelque chose derrière aussi qui se met en marche grâce à ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, la lune, le poisson de lune, comme ça de côté, c'est le symbole de la déesse. Donc j'ai encerclé la peinture avec le symbole de la déesse. Donc au final, moi j'ai juste mon chemin de vie qui m'a trimballé au Canada, au milieu de nulle part. Il y a ces images qui ont émergé. Je dis vraiment qu'elles émergent parce qu'il n'y a pas un effort de créer, de vouloir suivre une idée ou un concept. Chaque image est arrivée dans ma vie à un moment complètement inattendu. Et après, son histoire. Et maintenant que ça fait 10 ans que je peins, je commence juste à voir une consistance, une histoire qui se déroule devant mes yeux, qui va continuer dans le temps. Pour moi, mes peintures, elles sont en avance de moi, parce que ça me prend des années pour les comprendre, pour comprendre la profondeur de leur symbolisme. Donc c'est un cadeau et j'ai que de la gratitude pour ce don qui passe à travers moi. Et il se trouve qu'à travers mon art, j'ai aussi trouvé en fait ma place dans la société. Donc c'est juste venu spontanément. Donc il n'y a pas « Ah, je veux changer le monde » et puis vraiment se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde. C'est non, juste retourne dans ta forêt ou où que ce soit, fais ton travail intérieur et puis après on verra ce qui fleurit. Donc quand j'ai commencé mon art, c'était très important pour moi de trouver quelle était ma famille artistique, parce que l'art contemporain, je trouve qu'il représente beaucoup encore la souffrance des hommes de notre société. Et grâce à Internet, c'est incroyable. Je suis en contact maintenant avec une famille d'artistes sur la planète entière qui ont exactement le même chemin de vie, dans le sens où ce sont des gens qui
ont décidé de tout plaquer, d'aller vivre sur une île, manger des noix de coco pendant 3 ans et de revenir et d'être ce sculpteur incroyable. C'est tous des gens qui ont des histoires de vie absolument incroyables. Certains que j'ai eu la chance de rencontrer, on sent une présence, une authenticité, une intégrité dans leur travail. Et après, leur rôle en tant qu'acteur du changement à travers ce fleurissement qui a été l'art. L'autre chose que j'ai trouvé très intéressante, que j'ai découvert, c'est qu'au fil de l'humanité, si on étudie les Étrusques ou le XVIIIe siècle, qu'est-ce qui reste? Quelle est la chose qu'on va voir dans les musées pour apprendre sur une période? C'est l'art. Ça sera les sculptures, les peintures, les dessins sur les poteries, les dessins sur les murs de la grotte. Donc en ayant cette prise de conscience, j'ai réalisé que ces artistes qu'on peut appeler les artistes de l'éveil, artistes visionnaires parce qu'ils ont une vision du monde en avance de là où on en est en contexte sociétal, je vois maintenant ces artistes comme une balise de l'humanité de notre époque. Donc en espérant en tout cas on parle vraiment concrètement d'un mouvement qui est encore subtil dans la société, mais qui existe vraiment. Hein. Des gens à tous les niveaux de la société, que ce soit écologie, politique, sociologie, économie. Il y a des vrais acteurs du changement qui travaillent, qui dédient leur vie entière à la non-violence, voilà. Toutes ces choses importantes. Donc, le rôle des artistes, de participer à ça à travers leurs images. Donc, je vous ai juste un petit peu parlé de la magie de l'inspiration. Et comme les peintures arrivent dans ma vie, il y a des moments inattendus, où quelquefois il y a des histoires. Donc là, je vais juste vous raconter l'histoire de ces 3 peintures. Parce que je peins une peinture, et puis après, quelques années plus tard, il y a une autre peinture qui arrive, et puis je réalise, tiens, elles sont connectées, c'est intéressant. Ah, mais alors par exemple là, c'est une peinture que j'ai fait que j'appelle Chemin de vie. Donc il y a le bébé au centre, et puis l'enfance, et puis les premiers soucis de vie. La peinture du dragon et du saule, c'était un précurseur de cette peinture. La grosse tempête, les sœurs de la tempête se reconnectent et embrassent l'arbre, célèbrent la vie, vieillit avec la chouette, trouve la paix et retourne avec le printemps qui recommence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a les saisons. On part de l'hiver de notre vie, le printemps de notre vie, et aussi le soleil qui se lève et le soleil qui se couche, avec le lever du soleil encore. Donc quand j'ai fait cette peinture, c'était bizarre pour moi parce que toutes mes peintures, elles sont très féminines. Il y a beaucoup de femmes dans toute leur puissance. Mais là, cette peinture, c'était sans aucun doute, ça devait être un homme, même celle-là où je lui ai mis des cheveux longs, j'ai essayé de lui mettre des seins, mais ça n'a pas du tout marché, il voulait vraiment être un homme. Donc j'ai laissé être un homme. Et plus tard, quelqu'un m'a commandé cette peinture. Et donc il voulait une peinture qui représente l'énergie masculine et l'énergie féminine, on appelle Shakti Shiva. Donc il aimait beaucoup celle-là. Donc on a décidé de créer 2 spirales. Une spirale donc, qui reprend celle-là avec les saisons et le parcours de l'homme avec le soleil qui se lève et le soleil qui se couche et il trouve la paix à la fin et le printemps recommence. Et pour la femme, du coup, j'ai intégré la femme avec la progression des chakras, donc par les couleurs et les éléments, et les cycles de la lune. Et donc, à la fin, la femme qui est en méditation avec le chakra de la couronne à la fin de sa vie, je la retourne et les voilà connectés l'un et l'autre. Les 2 spirales se retrouvent avec le soleil au-dessus de lui et la pleine lune au-dessus d'elle en axe avec la peinture. Ça d'ailleurs, c'était pas prévu du tout, c'était juste quand j'ai fait mon croquis, je voulais mettre la femme en méditation genre là, et puis j'ai réalisé que, oh là mon Dieu, mais il faut que je la retourne, et il se trouvait que c'était exactement dans l'axe de la peinture, c'est petite magie. Et puis au centre, un fractal, parce que quand on croit qu'on a atteint le chakra de la couronne, qu'on a tout compris, on a trouvé la paix, bon, il y a des nouveaux enseignements, on redémarre à zéro.
avec quand même plus de maturité, de compréhension du processus, mais c'est infini. Entouré par la fleur de lotus du chakra du cœur. Cette peinture aussi, d'ailleurs, dans le même esprit, quand je l'ai peinte, la première fois, je l'ai peinte sur papier. Et donc, je l'ai travaillée à partir du centre. Donc, j'étais sur une table et puis je le tournais, j'allais. Et puis, quand j'ai terminé, je dis, tiens, mais en fait, je n'ai pas réfléchi où est le haut de la peinture. Et donc, je la tourne des 4 côtés et je réalise, c'est comme si je l'avais prévu, parce que là, l'homme est en haut en train de célébrer la vie. Et avec les deux arbres en parfait équilibre et symétrie, avec la tempête de la vie et le passage, la mort en bas. Voilà, c'est magnifique, il y a des surprises comme ça. Alors après avoir fait cette peinture, je me suis dit, mais en fait il me manque une peinture, il me manque la peinture de la femme. Mais je ne savais pas du tout comment faire, et j'ai eu une cliente qui avait besoin d'une peinture pour parler justement, parce qu'elle fait aux États-Unis un travail sur les archétypes de la prêtresse, l'éveil du féminin. Donc elle voulait une peinture qui raconte l'histoire de la femme. D'ailleurs, on pourrait avancer parce que j'ai mis les peintures en plus grand après. Alors ça, voilà, on a vu. Plénitude. Et cette peinture s'appelle La Tisseuse. Et il y a 2 spirales, parce qu'il y a l'histoire de la femme qui naît avec l'enfance, qui part vivre sa vie. Là, c'est la mère, elle donne le sein avec sa petite maison et ses pommes et puis ses récoltes. La tempête arrive, elle embrasse la tempête, elle se retrouve, reconnecte dans l'arbre. Et puis là, la récolte, l'abondance, la nourricière de toute la vie. Elle trouve la paix, la sagesse avec le symbole de la chouette. Vieillit, les corbeaux qui sont des messagers et aussi des oiseaux qui sont entre les mondes, en tout cas dans la culture amérindienne, c'est le symbole des corbeaux. Donc là, elle est morte. Et avec les 3 corbeaux, avec les colombes de l'autre côté, avec cet équilibre. On rentre dans un monde onirique, une autre vie qui démarre là, avec la femme qui donne naissance, le petit ange qui l'attire. Monde onirique avec la femme qui... Ah, il faut que j'explique l'autre spirale. L'autre spirale, c'est en fait l'histoire de la femme en fait l'histoire de toute l'humanité. Donc qui est expliquée qui est racontée à travers les archétypes des déesses. Donc on avait choisi là de mettre... donc il y a le cycle de la lune. Non, c'était dans le premier, ce que je raconte. Ok. Artémis, Ève, Jeanne d'Arc, Durga, l'histoire des sorcières, Kali, la déesse indienne, la déesse de la Crète avec ses 2 serpents, Aphrodite avec sa cave, sa grotte de l'amour, la guérisseuse qui fait des sons en arc-en-ciel, Hildegarde, pareil, qui fait les potions pour guérir. Donc ça c'est l'ermite qui accueille la femme qui est rentrée dans son monde onirique, donc les 2 spirales se retrouvent. On a les 13 grands-mères. Pour ceux qui ne connaissent pas les 13 grands-mères, c'est un rassemblement incroyable de 13 grands-mères. Il faut que vous regardiez sur Google Images, elles se déchirent ces nanas. Donc elles ont tous les cheveux blancs dans leurs habits traditionnels et elles voyagent dans le monde entier pour partager des enseignements ancestraux de leurs différentes cultures, de tous ces peuples premiers en fait, qui ont conservé ces sagesses. Donc les 13. Et puis après, là j'ai des femmes en fait qui sont nous les femmes de tous les jours. Donc il y en a une avec sa petite mini-jupe, en fait c'est Artémis, on voit son arc. Là c'est Ève avec sa robe et puis on voit sa petite pomme en dessous. Jeanne d'Arc avec son bouclier. La sorcière avec son petit cœur qui sort. Ça c'est Kali avec son petit chemisier rose, tout mignon alors que c'est une assassine.
Voilà, juste pour dire que dans nos vies personnelles, il y a des moments où on incarne ces les différentes énergies de ces archétypes et on peut juste grandir à travers la connaissance de ces histoires. Et la tisseuse, qui embrasse sa vie, en fait, c'est soit à la fin de notre vie, on voit notre vie, où c'est la grande tisseuse, Dieu, l'univers, le créateur, qui tisse la vie. Et voilà, la grand-mère. Et donc, juste pour continuer sur comment l'inspiration me vient, j'ai beaucoup de peintures que j'ai apportées, qui sont mes peintures en relation et connexion avec la nature. Je crois que ça devait être une de mes premières peintures. Donc, c'est ma rivière au Canada, là où on a habité pendant 10 ans. On a toujours la maison temporairement en ville, parce que j'ai des adolescents qui sont au lycée, donc c'est plus facile. Donc, la petite femme rouge qui baigne dans les sons et la tranquillité de la forêt et les enseignements de la rivière. J'avais créé une vie pleine de sens. Arbre préféré, qui était une ode à un arbre absolument magnifique. Et donc j'étais à une exposition, j'avais ces 3 peintures, et puis quelqu'un me dit « Oh, tu fais les saisons avec la même personne ». Et j'avais même pas réalisé que j'avais mis la même personne rouge dans chaque peinture. Donc c'est devenu un thème. Donc quand je suis inspirée pour faire une peinture de nature, c'est toujours avec la petite personne et son manteau rouge, pour vraiment exprimer cette connexion avec la nature. Et donc je dis, le cheminement se poursuit parce que même pour moi c'est une surprise. Je ne sais pas ce qui va se présenter devant moi. Il y a des jours où j'ai créé une peinture extraordinaire et je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir faire ça.